Donc, comme je disais, ce matin, on se retrouve pour un nouveau court-circuit intitulé De la ferme à la table, comment l'inflation redéfinit-elle notre assiette? Pour les habitués, le court-circuit, pour les habitués du court-circuit, rien ne change. C'est toujours une formule concise, 15 minutes. C'est sûr qu'on a pris un petit peu de retard ce matin, mais on s'en excuse encore une fois. Puis, on est prêt à faire le tour de la question avec vous. Pour ceux qui ont des questions à la fin du court-circuit, c'est possible de les poser dans la petite boîte en bas de l'écran. Si le temps le permet, on va pouvoir les prendre à la fin. Sinon, on va y répondre assidûment par courriel. Puis, comme on l'a dit, aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'un sujet qui nous touche chacun, qui touche tout le monde, en fait. Comme vous le savez, l'inflation ne cesse de croître, ça change les habitudes alimentaires des Québécois. Mais aussi, ça impose certaines nouvelles réalités pour les producteurs agricoles, pour les détaillants du Québec et plus généralement aussi pour le milieu des affaires. Donc, ils doivent faire face à de nouveaux défis. Finalement, ça se retrouve, en fait, les conséquences de cette inflation se retrouvent un peu dans toute la chaîne d'approvisionnement et on doit s'adapter à ces nouvelles réalités. Et pour nous éclairer, aujourd'hui, on reçoit Monsieur Sylvain Charlepont. On est très heureux de vous accueillir, qui est professeur titulaire en distribution et politique agroalimentaire à la faculté de management de l'Université de Dalhousie. Vous êtes également un grand expert reconnu dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, auteur de plus de 750 articles de revues scientifiques et professionnelles. Vous êtes chroniqueur aussi à la presse pour ce secteur d'ailleurs. Et vous êtes aussi le co-animateur du balado The Food Professor. Donc, merci encore une fois de vous être joint à nous ce matin. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Formidable. Ben alors, sans plus tarder, je vais passer à la première question. Comme je le disais rapidement, brièvement dans l'introduction, on a constaté ces dernières années une évolution dans les habitudes de consommation des Québécoises et Québécois. On a souvent évoqué les changements climatiques comme raison parce qu'on disait que les gens se rapprochent davantage d'une consommation plus durable, plus éthique, plus locale. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'il s'agit du seul facteur à prendre en considération? Ben, c'est un facteur qui est important. C'est clair que les changements climatiques affectent notre consommation, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. À chaque jour, vraiment, on entend parler du climat qui affecte certaines filières, que ce soit ici ou ailleurs, hein, parce qu'on a quand même une économie qui est très ouverte. Alors, il peut se passer quelque chose, je ne sais pas moi, en Espagne, ailleurs en Asie, puis ça nous affecte éventuellement, là. Donc, la nourriture, dans le fond, nous rejoint tous. Alors, c'est certain que c'est un facteur qui est très important, puis en même temps, ben, l'industrie s'adapte. De plus en plus, hein. On voit qu'il y a de la recherche au niveau du génie génétique, au niveau de la ferme, en transformation, on gère nos ressources de façon beaucoup plus efficace. Aussi, en distribution, même chose. On voit qu'il y a beaucoup d'investissements au niveau du kilomètre intermédiaire. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de mon billet dans la presse aujourd'hui. On voit vraiment qu'on fait extrêmement attention avec la chaîne d'approvisionnement, comment on gère les ressources de plus en plus pour justement desservir une clientèle qui est de plus en plus préoccupée par le climat. Les consommateurs sont préoccupés par le climat, donc on s'attend à ce que l'industrie s'adapte et devienne beaucoup plus éco-responsable. Donc, au niveau de la logistique, emballage, tout ce qui se passe, en fait, c'est quand même une industrie qui est complexe en soi, mais les attentes sont là. Les attentes sont assez claires. Absolument. Puis effectivement, c'est quand même quelque chose qui pousse en fait à transformer notre industrie de l'alimentaire. Est-ce qu'avec dans un contexte justement inflationniste, y a-t-il aussi d'autres répercussions sur le secteur alimentaire? Qu'est-ce qu'on pourrait prévoir dans la fenêtre, disons, les 2 prochaines années? Ouais, là, on est au milieu d'une période de transition, hein. On vient de terminer, je pense, 2 ans extrêmement difficiles en raison de l'inflation. Mais là, actuellement, il y a un resserrement des marges, il y a un resserrement des coûts. On voit que le marché
est plus difficile. Les consommateurs ont moins d'argent, vraiment, sont un peu étoffés par les taux d'intérêt. On le voit avec les ventes alimentaires. Les ventes alimentaires étant en baisse depuis plusieurs mois. Là, en avril, on a vu une augmentation pour la première fois en plusieurs mois, ce qui est rassurant, mais c'est un contexte qui est très difficile pour la croissance économique d'un secteur comme tel. Si le consommateur est économe, ben, il faut s'agencer. Puis on le voit avec les distributeurs, on- on fait de la conversion de différents magasins. Que ce soit ça au Québec ou ailleurs, là, on le voit de plus en plus qu'on s'adapte. Au niveau de la transformation, les marques privées ont la cote. On s'attend à avoir plus de marques privées aussi. Donc, la production contractuelle va prendre de plus en plus de place, à mon avis, durant les prochaines années, en raison de ça. Donc, le leg de cette période de transition-là, faire en sorte qu'on va avoir un marché qui est beaucoup plus économe, beaucoup plus abordable aussi en même temps. Donc, est-ce qu'on va retourner vers l'extravagance? Éventuellement, oui, mais pas pour tout de suite. Ça va prendre un petit bout de temps encore, là. Ah, c'est vraiment très intéressant. Puis ça nous donne un peu une bonne idée des tendances qui vont probablement émerger, qu'on commence déjà à ressentir, mais qui vont aussi émerger dans les prochains mois, années. Euh, On parle aussi beaucoup du marché local versus le marché commercial. Pendant des semaines, on a parlé des fraises québécoises versus les fraises californiennes qui inondent le marché. On se demandait justement, dans ce contexte où les habitudes des consommateurs changent, où il y a de l'inflation, on doit s'adapter déjà à beaucoup de défis. euh, qu'est-ce que ça veut dire pour les producteurs agricoles, pour les détaillants québécois? Comment peuvent-ils mieux s'ajuster, comment on peut les aider aussi à s'ajuster puis à faire preuve de plus de résilience en termes de marché, euh, comparativement à ce qu'on voit aussi venir sur le marché. Ben, les producteurs agricoles, ce sont des gens qui sont extrêmement résilients, hein. Vraiment, là, on doit composer avec Dame Nature. On ne sait jamais ce qui va se passer, surtout dans le maraîcher. Pour les prochains mois, on souhaite que la contribution soit significative pour ce qui est de l'agriculture et d'ici, de chez nous. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer là, avec les inondations, avec le manque d'eau. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais encore une fois, c'est là qu'on voit qu'avec la génétique, on peut faire beaucoup de choses. Il y a une chose qui est intéressante qui se passe actuellement, c'est que de plus en plus, on voit des entreprises comme Driscoll's, par exemple, de la Californie, qui offrent des licences de production à des producteurs québécois pour produire des fraises, par exemple, au Québec, mais le design vient de la Californie. Donc, on sait bien que les fraises californiennes sont grosses, sont rouges, goûtent pas nécessairement la même chose que les fraises au Québec, là, on s'entend. Mais là, c'est là qu'on voit que la définition du local est en train d'être révisée. Est-ce que vraiment une fraise qui a été développée en Californie, mais produite au Québec, est encore une fraise locale? Puis je pense que j'ai l'impression que les consommateurs vont être interpellés à se poser la même question. Fait qu'en bout de ligne, les gens veulent du local. Ben, est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils recherchent, est-ce qu'ils ont une définition claire de ce que c'est le local dans un deuxième temps, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer pour des produits locaux? Ça va être vraiment intéressant à voir, mais moi, je pense qu'il y a un avenir assez intéressant pour l'agriculture au Québec, au Canada. Il s'agit simplement de savoir comment on peut développer un avantage concurrentiel pour certaines filières. On ne peut pas être bon dans tout. Et on le voit que pour certaines filières, des fois, le contexte change cruellement, rapidement. Puis on le voit dans le porc actuellement au Québec, là, parce que le porc est une filière très importante, mais évidemment, avec ce qui s'est passé dernièrement, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir un plan, d'avoir une stratégie. Puis, à mon avis, le Québec a un avantage sur les autres provinces avec une stratégie d'autonomie alimentaire qu'on ne retrouve pas ailleurs, là. Absolument, puis c'est vraiment intéressant d'amener l'idée du port parce que effectivement, il y a des grèves aussi qui planent tant du côté ferroviaire que portuaire. Quel type d'impact ça pourrait avoir sur le secteur alimentaire en termes de liens privilégiés avec des partenaires commerciaux, mais aussi en termes de chaîne d'approvisionnement et de résilience, encore une fois, de la chaîne d'approvisionnement?
Écoutez, c'est vraiment c'est un cauchemar, hein. On ne sait jamais l'incertitude qui affecte la capacité logistique d'une économie, là. Puis depuis les 2, 3 dernières années, on a vu toutes sortes de choses. Le ferroviaire qui a été halté au niveau du port de Montréal, entre autres. On a vu une grève, la voie maritime. Écoutez, c'est tout le temps quelque chose que les entreprises ne souhaitent pas. Là, évidemment, il y a quelque chose avec le ferroviaire dans l'Ouest canadien. Il y a une possibilité de grève aussi. Euh, Ça affecte la réputation du Canada, hein. J'étais justement en discussion avec des gens de la Floride récemment et on discutait de la réputation canadienne par rapport à la logistique, puis elle n'est pas très bonne. Depuis 2, 3 ans, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes qui forcent les entreprises à regarder ailleurs, à voir comment on peut mobiliser des biens ailleurs. Et puis, si la logistique ou la chaîne d'approvisionnement logistique, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre industrie agroalimentaire. Donc, sans ça, si on ne peut pas se fier sur ça, bien évidemment, on n'a pas grand-chose. Alors, c'est important de stabiliser. J'ai toujours cru que le transport alimentaire devrait être considéré comme un service essentiel. On l'a vu en Colombie-Britannique, quand les ports étaient fermés, on voyait qu'il y avait une continuation au niveau du transport des produits alimentaires. C'est quelque chose que je souhaite pour ce qui est de l'ensemble du Canada, mais on n'est pas rendu là encore. On l'entend, puis c'est certain qu'il va falloir trouver des solutions puis avoir un plan à long terme pour contribuer à la résilience des chaînes d'approvisionnement si on veut garder justement améliorer la réputation, on l'entend, puis garder ces liens privilégiés aussi avec les partenaires commerciaux qu'on a à l'étranger. Justement, avec ces deux éléments donc qu'on a discuté par rapport à l'inflation, les changements d'habitude de consommation, le marché commercial versus le marché local. Et puis finalement, les grèves, il y a beaucoup de transformations. Comment devrait-on repenser? Est-ce qu'on doit repenser en fait notre industrie pour qu'elle soit encore plus performante, donc qu'on reste compétitif également? Moi, je pense que le plus grand défi est autour de la distribution. En fait, c'est le maillon entre la distribution et la transformation. Je pense que on a là un méga problème au niveau de la compétitivité du secteur. On a quelques joueurs au Canada en distribution qui vraiment contrôlent le marché. L'accès au marché, l'accès aux consommateurs, ce sont ces entreprises-là qui dictent un peu ce qu'on mange. Et puis, on doit démocratiser la chaîne d'approvisionnement le plus possible. Et il n'y a pas d'autre façon, à mon avis, que d'adopter un code de conduite. D'ailleurs, le Québec est un chef de file par rapport aux autres provinces pour la promotion d'un code de conduite qui permettrait justement aux transformateurs de régler certains litiges avec les distributeurs. Actuellement, les distributeurs bon, je vais les nommer, là. C'est Loblaws, Provigo, IGA, Sobeys, Metro, Costco et puis Walmart ont énormément de pouvoir. Et puis, ce sont eux qui décident qui va mieux réussir que d'autres. Puis, la transformation alimentaire, surtout au Québec, il y a plusieurs belles PME au Québec qui doivent être préservées, protégées le plus possible parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à offrir. Mais souvent, ces produits-là n'atteignent jamais le marché en raison des cinq qui contrôlent l'accès au marché. Alors, le code de conduite démocratiserait ce processus-là. Et puis, je pense que c'est vraiment essentiel qu'on le fasse. Est-ce qu'on va en arriver là? Je ne sais pas, mais parce que c'est pas facile, là. On parle d'un enjeu national. L'ensemble des provinces doit adhérer au principe du code de conduite. Puis, évidemment, l'ensemble des cinq grands de la distribution doivent aussi adhérer à ce code-là. On n'est pas rendu là encore. Moi, je l'espère qu'on va s'y rendre parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Absolument. Et en tout cas, c'est vraiment très, très, très intéressant. Puis je vois aussi en même temps le temps qui file. Donc, j'aimerais ça vous donner un petit moment pour
Je sais qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez une valeur que vous souhaitez aussi partager avant que ce soit la fin du court-circuit. Je voulais vous laisser un petit moment pour le faire. Oui, absolument. Ben, d'ailleurs, encore une fois, je vous remercie pour l'invitation, mais essentiellement, je vous remercie beaucoup pour avoir organisé un webinaire sur l'agroalimentaire. Moi, je pense pas qu'on en parle assez souvent. On en parle souvent de la nourriture, mais on parle pas des vrais problèmes. Puis je pense qu'en quelques minutes, on a comme discuté de vrais problèmes qui affectent tout le monde sans nécessairement le savoir. Donc, c'est sûr que j'encourage tout le monde de s'intéresser à la filière agroalimentaire de la ferme à la table puis de comprendre les enjeux le plus possible. Parce que c'est pas simple, hein. C'est pas une question d'accuser une entreprise ou de pointer du doigt une autre entreprise. C'est vraiment de regarder l'ensemble du problème au sein d'une économie ouverte, parce que le Canada transige avec le reste du monde. Ben c'est, oui, c'est un monde compliqué, mais en même temps, il y a tellement de belles opportunités pour le Québec, le Canada, de mieux performer, de développer de nouveaux marchés, d'innover. Vraiment, là, c'est quand même un moment excitant qu'on vit. Donc, je voulais juste vous laisser là-dessus avec ce message-là. Super. Écoutez, encore une fois, merci beaucoup de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Je sais que 15 minutes, ça passe très vite, qu'on a essayé de Oui, couvrir beaucoup de sujets complexes. On vous invite à continuer un petit peu la lecture avec Monsieur Charlevoix. De toutes les manières, il y a une chronique régulière à la presse et publie régulièrement des articles. Donc, n'hésitez pas à poursuivre la lecture, la réflexion sur l'agroalimentaire, parce que comme vous le disiez, c'est un sujet dont on parle peu, mais qui est quand même très important. Puis c'est une colonne vertébrale dans notre économie. Merci encore à tous et celles qui se sont joints à nous aujourd'hui. Puis merci encore, Monsieur Charlevoix, de nous avoir rejoints aujourd'hui. merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.